Ces derniers temps, on a sorti beaucoup de vidéos sur les révoltes des quartiers et une des questions qu'on nous pose le plus souvent, c'est pourquoi est-ce qu'on n'y va pas si on les aime tant, les gens des quartiers, si on adore les banlieues, pourquoi est-ce qu'on n'y va pas pour en parler, pour poser des questions aux gens? Bah tout simplement parce qu'on est bien à Guingamp et que dans le local, voilà, il y a des vidéos, il y a des Twitter. Allez, viens, on y va là. Sur Twitter, on peut comprendre des choses très simplement. C'est bon, on n'a pas besoin non plus de faire des journalistes. Si, on y va, allez, c'est parti. Dans les cités? On va pas aller dans les cités. Ouais, mais imagine si on se fait genre voler notre matos, si je me fais taper dessus. Enfin, j'ai pas envie de fumer du shit juste pour prouver que je suis un gars bien, quoi. C'est quoi tous ces clichés là, Johan? Non, mais enfin, je veux dire, moi je les défends, d'accord, mais à Guingamp, quoi. Est-ce que t'as déjà foutu un pied en banlieue, Johan? Bah, une fois, j'ai pris la mauvaise rame de métro, je me suis retrouvé dans Paris 8. Je suis reparti directement. Paris 8, ah oui, ok. C'était la légitime défense quand même, donc est-ce qu'il faut vraiment faire tout un scandale comme ça? Est-ce que vraiment il faut faire des reportages sur le terrain? C'est juste des émeutiers qui veulent des PS5, il n'y a pas non plus le... Voilà, c'est pas les gilets jaunes ou je sais pas quoi, je veux dire. C'est comme les douches froides, tu penses que tu vas pas aimer, tu fais une fois, deux fois, bon bof, et puis la cinquième fois, tu peux pas t'en passer. Franchement, rien de tel qu'un petit médine dans les oreilles et c'est bon, tu vas être acclimaté. Hein. Monde qu'il y a, c'est fou quand même. Hein. Ça change de Guingamp, hein. Franchement, c'est quand même immense, quoi. Je pense que le plus grand immeuble de Guingamp, il doit s'arrêter ici, il doit faire 4 étages. Là, ça en fait, je sais pas, 1000. C'est trop bien, Paris. Ça, c'est pas Paris, les gars. Je sais pas ce que c'est. Ok, aujourd'hui on est donc à Paris et on va discuter un petit peu des dernières actus qui concernent ces affaires qui tournent autour des révoltes qu'il y a en ce moment en banlieue. Et on va commencer avec la cagnotte, parce que la cagnotte, tout le monde en a entendu parler à un moment ou à un autre. C'est la cagnotte qui avait été mise en place pour la famille ou pour le flic qui a tué Naël et qui avait récolté énormément d'argent, plus d'1 million d'euros. Celui qui avait été à l'initiative de cette cagnotte, Jean Massia, qui est une merde qui balance de la merde à la télévision et qui est payé pour ça comme beaucoup de personnes à la télévision, bah, ce type-là a mis en pause cette cagnotte-là, c'est-à-dire qu'on ne peut plus donner de l'argent à cette cagnotte et on ne sait pas ce que va devenir l'argent qui est encore présent, c'est-à-dire le plus d'1 million d'euros. Pourquoi est-ce que ça a été suspendu par le type? Parce qu'en fait, il y a eu des menaces de procès qui ont été faites parce que sa cagnotte n'était pas vraiment légale, qu'il y avait des mensonges qui étaient dedans, genre que Naël était un multirécidiviste et compagnie. Ils ont divulgué des informations policières à ce sujet et c'était très flou concernant le fait de qui est-ce qui va recevoir l'argent. Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est le mec? Le texte était contradictoire. On ne savait rien des intentions qui étaient là-dedans. Donc le gars a suspendu pour l'instant le fait qu'on puisse donner de l'argent à la cagnotte et on ne sait pas où va l'argent. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on avait reçu un message sur Twitter d'une personne qui a analysé un petit peu les dons de ceux qui donnaient de l'argent, parce que quand même trouver 1 500 000 euros, c'est compliqué, surtout en si peu de temps. Et en fait, ils se sont rendus compte que tu avais énormément de dons de personnes anonymes avec la même somme qui arrivaient genre toutes les heures. Et ça fait penser justement à des personnes qui ont genre beaucoup de pognon, qui ont beaucoup d'intérêt à ce que ça fasse monter les trucs comme ça, monter les enchères pour que tout le monde dise « Ah regarde, on est à 1 million, puis on a 1,2 million, puis on a 1,3 million », pour essayer de faire motiver un maximum les personnes. Mais en réalité, il n'y a peut-être pas forcément autant de personnes qui donnent à cette cagnotte-là. Et puis il y a un effet un peu de propagande, du coup, tu as l'impression que tu as énormément de personnes qui sont vachement solidaires avec ce qu'a fait le policier, avec ce que fait la police en général, avec ce que fait le gouvernement. C'est vraiment un élément central de la propagande qui est d'autant plus centralisé qu'il est assez dépolitisant dans le sens où en fait, tu as des gens qui sont pour la cagnotte, tu as des gens qui sont contre la cagnotte, sauf que derrière en réalité ce qui se passe c'est quoi? C'est que tu as la Macronie qui supprime tous les contenus qui s'est passé dans les manifestations, ce qui fait qu'on n'est même plus au courant de tout ce qui se passe, que les gens ils peuvent prendre la parole, on ne les écoute pas, qu'il y a des actions qui se passent, on ne sait pas ce qui se passe et on parle que de la cagnotte. Et toute cette affaire ça a permis un peu de solidariser un petit peu la police entre eux, parce qu'ils sont très dans leur commissariat, ils sont très dans leur syndicat, donc ils discutent beaucoup entre eux et donc quand ils se font tracher comme ça publiquement par plein de personnes, donc ils se recroquevillent un peu entre eux et ils se sentent solidaires les uns envers les autres et ça permet aussi à la police de se rapprocher de l'État et vous savez que l'État sans la police c'est rien et la police sans l'État c'est rien et que les deux ensemble c'est ça en fait le fonctionnement aujourd'hui qui permet de réprimer les manifestations, de réprimer les contestations et donc à la Macronie de ne jamais plier sur tout son autoritarisme ou alors toutes ses politiques économiques de merde quoi. On va essayer de trouver un délinquant pour essayer de lui poser la question de pourquoi est-ce qu'il pille la France comme ça et qu'il veut voler notre pays. On va voir ce que ça donne. De toute façon dès qu'on voit quelqu'un qui vole un truc, hop on intervient, on filme et on envoie ça aux flics. Hein. Voilà, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, il y a des chèvres.
Là, l'échappe. Après, on peut continuer la vidéo en mode banlieusard des quartiers, tu sais, en mode on s'assoit sur un banc ou on s'assoit sur les escaliers là et on fait rien de la journée. Bref, tout ça, c'est un peu des histoires de mecs riches qui achètent le pouvoir pour faire en sorte d'avoir des policiers qui défendent leurs trucs de riches. Mais là, on va parler des gens qui ne sont pas riches et qui ont aussi des soucis un peu avec la justice en ce moment. On va parler de tous ceux qui ont participé de près ou de loin aux révoltes qui s'est passées dans les quartiers et qui passent aujourd'hui en comparution immédiate parce que tu en as énormément. Alors, je lis mes notes parce qu'on va pas non plus... 3300 gardes à vue ont été mises en place à l'instant où on parle, donc là, on est mercredi. 577 déferments devant le juge, 260 comparutions immédiates. Comparution immédiate, pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros tu as fait une merde ou tu es soupçonné, accusé d'avoir fait une merde, tu vois. Et donc tu vas passer dans un tribunal exceptionnel très rapide qui va faire qu'en une après-midi, ils vont juger 10, 20, 30 personnes. Et donc en gros, tu vas être jugé en 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, tu vois. Et donc en fait, tu n'as pas de jugement, tu n'as pas de procès et ils te balancent la peine maximale. C'est pour ça que quand on est des militants et qu'on sait qu'on peut avoir des problèmes avec la police, ce qu'on dit toujours et ce qu'il faut toujours retenir, c'est refuser la comparution immédiate, quoi qu'il arrive, prendre un avocat, préparer sa défense, parce que sinon tu es jugé sans preuve. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour les 260 personnes qui sont pris une comparution immédiate avec les révoltes. Là par exemple, tu as un jeune qui avait divulgué une information sur le flic qui a tué Naël là. Et en gros lui il a pris 18 mois avec sursis, avec 12 mois ferme pour une story sur Snapchat. Donc d'un côté les gars, tous les médias, tout le monde, on s'en bat les couilles, on diffuse l'information du gamin qui est mort sans l'autorisation de ses parents. Par contre, tu as juste un snap qui est envoyé en privé par je sais pas qui. Là, directement, c'est surveillé, c'est traqué, c'est repéré, c'est envoyé dans la justice. Et en 2-3 jours, hop, c'est envoyé en prison, quoi. Il y a un homme de 27 ans. Voilà, donc littéralement mon âge, qui est mort parce qu'il a reçu un coup de LBD là-dedans. Donc d'un côté, tu as la police qui tue, ça semble pas trop déranger. De l'autre côté, tu as des vols mineurs et là, c'est grave, tu vois. Tu as un gars qui a chopé une canette de Red Bull. Il a pris 6 mois ferme et 12 mois avec sursis. De prison, hein. De prison. Combien d'évadés fiscaux ont pris autant aussi rapidement alors que le gars lui il a juste volé une canette de Red Bull quoi. Moi ce que je trouve assez aussi fou c'est que tu sais dans les histoires qui nous concernent tu vois, genre affaire de divorce ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 3 ans, les tribunaux ils sont bouchés, ça fait des années et des années, ils ferment les tribunaux, tout ça, toutes ces histoires là qui nous concernent et qui leur apportent pas de fric à eux et qui les gênent pas trop tu vois. Et bien là, ça prend du temps, ça prend du temps. Par contre, quand il faut régler le problème de révolte qui se met en place pour des raisons politiques, parce que tu as la pauvreté, parce que tu as la colère, parce que tu as des meurtres qui sont en train de se passer, tu vois, là par contre, ils envoient toute la puissance judiciaire là-dessus. D'un côté, on laisse les évadeurs fiscaux, on s'en fout, on laisse les bénéfices du 440, on s'en fout alors qu'ils veulent des milliards et des milliards, et de l'autre côté, tu veux une Red Bull, tu finis en prison, tu vois. Moi, j'aimerais bien que les spéculateurs qui spéculent sur la bouffe et qui créent des famines partout dans le monde aillent en prison avec une aussi grande rapidité et une aussi grande fermeté que ça, tu vois. Sauf que ça n'arrive jamais. Du coup, c'est quoi une justice qui dépend des ordres du ministère de la Justice, donc d'Emmanuel Macron, et d'une justice qui est forte pour les faibles et faible pour les forts? En fait, c'est pas une justice, c'est juste des gens qui ont des bâtons et qui tapent sur les autres, et ces gens qui ont le bâton, c'est ceux qui ont le pouvoir et qui profitent de ça pour le garder, pour le maintenir. Et par-dessus le rouleau compresseur policier, par-dessus le rouleau compresseur judiciaire, tu as aussi le rouleau compresseur médiatique qui fonctionne tous ensemble. Parce que quand tu vas adresser un profil d'un émeutier, comme ils disent, tu vois, de personnes qui va brûler des trucs, va casser des trucs, même si on n'a pas vraiment de preuves de tout ça et compagnie. Mais en fait, quand tu vas dresser ce truc-là, tu vas dire, ok, le problème, c'est Yanis qui a été mal éduqué. Parce que Yanis de 18 ans, machin, il a fait de la merde. Le problème, c'est pas la politique qui a été menée depuis des années et des années dans les quartiers, non. Le problème, c'est Yanis, tu vois. Et Yanis, lui, il n'a pas de revendication politique. Parce que tu mets un gamin de 17 ans dans un tribunal où il risque de prendre 1 an de prison. Évidemment, la première chose qu'il ne va pas avoir, c'est un discours politique structuré, tu vois. Si tu prends un gamin dans la rue de 17 ans, qu'il soit blanc, noir, arabe, ce que tu veux, ben en fait, il ne va pas avoir de discours politique construit. Tu le mets devant un tribunal, c'est encore pire, tu vois. Donc en fait, ils n'ont jamais la parole pour dire ce qui va mal, tu vois. Et quand ils essayent de communiquer sur Internet, eh ben, on leur ferme leur putain de compte Snapchat, on leur ferme leur compte TikTok, on interdit aux gens de les relayer. C'est la merde, tu vois. Donc en fait, il n'y a jamais d'expression politique de ce truc-là. Ce qui fait qu'on a l'impression que c'est juste des sauvages. C'est des sauvages, donc il n'y a pas de problème politique, donc on peut donner les pleins pouvoirs à Macron en lui donnant la possibilité de couper les communications, de couper les réseaux sociaux, de renforcer sa police, d'utiliser la justice à son avantage. Il n'y a pas de souci. Mais ce qui est assez dérangeant, plus que d'habitude dans ce qui s'est passé, on en avait déjà parlé, c'est le rapport à la propriété, tu vois. C'est qu'on est dans une situation en France où il y a eu une baisse de la consommation alimentaire de 17% en 1 an due à l'inflation. Il n'y a jamais eu, depuis que c'est enregistré, ce truc-là, il n'y a jamais eu une telle baisse. C'est-à-dire que tout le monde en France mange moins
et évidemment particulièrement les plus pauvres parce que nous on dépense genre 30% de notre salaire dans la bouffe, quand les riches on dépense 2-3% et encore il y a les restos qui sont compris dedans, tu vois, ils sont tranquilles. Donc en fait, les personnes les plus pauvres aujourd'hui en France sont obligées de limiter au maximum leurs dépenses alimentaires et c'est juste pas tenable, tu vois. Et donc dans les quartiers, c'est la première fois où on se dit ok, la bouffe qu'on peut pas se payer et qu'on a envie de manger et qu'il faut manger et qui fait que tout le monde a faim, et bien cette bouffe là on va la prendre, tu vois. On va la prendre. Et surtout, ça va permettre de solidariser des gens qui veulent avec les gens qui ont besoin. Là, ça créera du lien aussi à l'intérieur de toutes les banlieues et pas juste une séparation qui est faite comme ça. Parce que plus ça va aller sinon dans la répression, dans les violences, plus ça va aller dans la passe de la séparation, l'isolement, comme tous les mouvements sociaux finissent comme ça, les gilets jaunes ont aussi fini comme ça. Du coup, apprendre de nos erreurs et faire différemment. Voilà, on pose ça sur la table. C'est tout. C'est tout. Tu vois, nous, on est les premiers à un petit peu exagérer, tu vois, la conflictualité entre les Parisiens et les Bretons. Et pourtant, eux aussi, ils font des danses bizarres au milieu de tout le monde comme ça, qui n'ont absolument aucun sens. La seule différence, c'est qu'ils s'accrochent pas les petits doigts, tu sais, comme ça. Mais sinon, c'est pareil, hein. Et surtout, ce qui commence à avoir lieu, c'est que nous, on vous dit depuis le début que c'est pas juste des gens qui sont énervés et qu'il y a une situation là-dedans. Et la situation, elle est complexe, il y a plein de trucs à prendre en compte. Et le truc, pour nous, qui est un des trucs les plus importants, c'est qu'on a faim, on n'a plus de thunes, tu vois. Parce que l'inflation, parce que réduction de la bouffe, etc. Sauf que cette situation-là, elle est particulièrement vraie dans les quartiers parce que c'est une population qui est 2 fois plus pauvre que le reste de la population française. Mais il n'y a pas que eux qui galèrent à bouffer, tu vois, il y a tout le monde qui galère à bouffer. Ce qui fait que tu vas avoir des réactions de plein de gens différents qui arrivent au même moment pour les mêmes raisons, pour l'inflation. Et on a par exemple là, on ira demain vous filmer tout ça, mais en gros il y a une AG qui est en train de s'organiser à Roissy pour faire en sorte que tu aies une grève qui s'organise dans les 2 aéroports de Paris. Et ce qu'ils disent, eux, comme revendication, c'est embaucher des gens. Parce qu'en fait, ils licencient un maximum pour faire en sorte après d'avoir de minimum de masse salariale et que cette masse salariale-là, en fait, gère tout le travail qui était fait avant par beaucoup plus de personnes. Donc en gros, conditions de travail dégueulasses avec de la pression, etc. Bref, les entreprises en France, c'est un peu toujours pareil. Et aussi une augmentation des salaires. Et donc là, au même moment où tu as les quartiers qui sont en train de faire leurs manifestations, tu as des grèves qui s'organisent aussi là-dedans. On a des échos de ce qui se passe dans la santé aussi, où ils commencent à s'organiser parce que eux, c'est toujours la merde. Enfin, je veux dire, Macron, Covid, machin, c'est un nouveau monde, ils vont recruter des gens, ça va être incroyable. Il ne s'est rien passé, les hôpitaux sont toujours autant catastrophiques, donc ils planifient une grève pour dire les frérots, ça va pas être possible de pouvoir gérer tout ça. Donc en plus des aéroports, tu vas avoir des hôpitaux qui vont peut-être enclencher, en plus de ça, tu vas avoir les quartiers qui sont toujours là et que la question ne va jamais être véritablement résolue, donc tu vas toujours le problème qui va avoir lieu, donc des actions qui vont se passer. Et en plus de ça, ça commence à réfléchir aussi sur des actions intersyndicales entre Sud et la CGT, juste Sud et la CGT cette fois, on va pas s'emmerder avec les autres, pour faire des actions sur globalement la misère qu'il y a dans le pays, tu vois. Donc sur la pauvreté, sur la hausse des salaires. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que tu sais, on dit souvent genre faisons des choses différentes à côté, en même temps, pas forcément ensemble et tout, mais la réalité en fait elle est beaucoup plus confuse que ça. Pourquoi? Parce que les gens qui travaillent à l'aéroport, c'est pas des riches, tu vois, qui sont là en mode je trimballe des valises, tu vois. Donc en fait c'est des gens qui habitent aussi dans les quartiers autour de ces aéroports là, et ces quartiers qui sont autour, bah, c'est les banlieues en fait. Donc en gros les mêmes personnes qui sont touchées par ce qui se passe dans les banlieues traduisent ça dans leur boulot par une grève. Et pareil aussi dans les hôpitaux, tu vois, les hôpitaux, exactement le même raisonnement, c'est pas les gens de Paris 16 qui sont là-bas, il y a peut-être 2-3 docteurs, chirurgiens, machin, tant mieux, ils sont cool, ils sont dans les hôpitaux, sauf que le reste, bah non, c'est pareil, c'est des gens qui sont dans les quartiers, c'est des gens qui touchent pas 2000 € et qui sont donc relégués dans les périphéries, et qui subissent aussi, comme les autres, l'augmentation des prix. Donc en gros, on a l'impression que c'est des mouvements qui sont différents, mais en réalité, c'est des personnes qui subissent la même situation et qui traduisent ça de manière différente, selon l'endroit où ils sont, selon ce qu'ils peuvent faire, selon les syndicats qui sont avec eux et selon le boulot qu'ils ont. Et cette traduction-là, elle doit se faire dans toutes les phases de la société. Voilà, c'est ce qu'on dit. Et il faut que ça se fasse en même temps, et de toute façon, ça se fera en même temps parce qu'on vit les galères en même temps. Et puis tu vois, les jeunes, quand t'as pas de taf, quand t'as rien, tu veux faire quoi pour lutter contre le système quand les manifestations ne marchent pas, quand il n'y a rien, il n'y a pas d'élection, il n'y a rien, puis il n'y a rien, tu vois, ils peuvent rien faire. Du coup, eux, leur traduction, c'est on fait des manifestations la nuit, on pète des trucs, tu vois. Mais les vieux, eux, qui râlent parce que oui, machin, la poste et tout, les bus qui sont cramés et tout, eux, ça les emmerde, notamment parce qu'ils doivent bosser, et c'est parce qu'ils bossent aussi qu'ils ne peuvent pas participer à ces manifestations nocturnes-là. Et donc, eux, ils traduisent ça chez eux, dans leur travail, là où ils peuvent le faire, tu vois. Et donc c'est le même mouvement qui s'exprime 2 fois de manière différente. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont séparés, et ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas faire des trucs ensemble, comme on disait avec la redistribution de bouffe qui pourrait arriver, où tu as des gens qui veulent, qui publiquement redistribuent et tout le monde en profite.
Et du coup, le dernier truc qu'on voulait vous montrer, enfin vous avez déjà été au courant j'imagine de ça, c'est que Macron il a annoncé qu'il voulait couper les réseaux, tu sais, genre Snapchat ça dégage, Instagram ça dégage, n'importe quel compte, la police dit ça dégage, tu vois. Donc c'est à dire qu'on arrive dans un pays incroyable où l'internet est censuré au bon vouloir du dictateur qui est en place. Nous faisons partie de cette liste de ces pays là, c'est incroyable. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà il faut profiter du peu de temps que nous il nous reste au canard sur YouTube et compagnie sur Facebook pour lancer des réseaux qui sont un peu plus sécurisés. Donc si vous êtes sur ces réseaux et que vous voulez rester, continuer à être informé, rejoignez-nous sur Signal, sur Telegram. On a aussi ouvert un Snap si vous voulez, on a un TikTok, on a un Insta, on a plein de trucs comme ça. Si ils nous virent sur quelque chose, on continue d'exister. C'est important que des médias indépendants continuent d'exister. D'ailleurs n'hésitez pas à nous financer, il reste quelques jours pour le financement pour qu'on puisse boucler tout ça et qu'on puisse repartir sur un an. Et surtout ça va nous obliger aussi à faire du lien politiquement, mais pas sur internet ou moins sur internet, mais plus en vrai. Parce que s'il y a toujours le problème de l'inflation, et il va toujours être là et il va continuer, en plus de ça le problème de la guerre, en plus de ça le problème écologique qui fait qu'on a obligé à un moment donné de se révolter et de changer ce putain de système parce que ça devient vital en fait, tu vois, comme ça devient vital pour de plus en plus de personnes en ce moment, puisque ce besoin sera toujours là, et ben il va falloir continuer à s'organiser et à faire des trucs. Et si ça passera pas sur internet parce que Macron a décidé qu'il allait censurer tout ça à son bon vouloir, et ben ça se passera ailleurs. Et ce ailleurs c'est quoi? Et ben c'est la vraie vie en fait. Voilà, c'est la vraie vie. Donc l'important, c'est pas forcément aujourd'hui de faire en sorte que à chaque mouvement social, les seuls qui en profitent, c'est les chaînes YouTube qui gagnent de plus en plus d'abonnés, mais de profiter de chaque mouvement social pour faire des liens avec les gens, pour créer des collectifs localement avec des gens sur des choses locales, avec plein d'actions différentes, pour faire en sorte que le moment où il va y avoir des censures sur les réseaux, eh ben c'est pas grave, on va pouvoir continuer à parler politique, à discuter avec des gens, à pas tourner en rond tout seul dans sa tête, à devenir un peu misanthrope et tout, mais à être avec des gens en permanence pour réfléchir et pour agir. Voilà. Je pense que ça va être ça l'avenir du truc, de manière un peu paradoxale. On va être de plus en plus numérisé, mais en même temps ça va tellement être contrôlé par la Macronie et compagnie qu'il va falloir agir localement. Et franchement, c'est peut-être pas plus mal. Bon bah amis réfractaires, incroyable, une vidéo à Paris quoi. On va à Bobigny maintenant. Et maintenant on va à la Tour Eiffel. Non, on va à Bobigny. On va à la Tour, on verra la Tour Eiffel. Ou on ne verra pas la Tour Eiffel. On verra la Tour Montparnasse. On ne verra pas la Tour Montparnasse. Disneyland. Toujours pas. On verra Bobigny. On va voir Codicité quoi. Oui. Super. Amis réfractaires, des bisous.